On est de retour sur le plateau de Canal et compagnie pour cette deuxième partie d'émission. Alors on reçoit en plateau Monsieur Hasselbourg, Marc Hasselbourg, je dis bien, oui, et José Baudard. Bonjour messieurs. Alors, Monsieur Hasselbourg, vous êtes directeur de la Douceur des Cotomozans, oui, exactement. Et également administrateur de la Fondation Bravo. Enfin, on va un petit peu expliquer tout ce que c'est. Et vous, Monsieur Baudard, vous êtes administrateur des deux, en fait, donc de la Douceur des Cotomozans et de la Fondation Bravo. Bravo. Oui. Alors on va peut-être, et vous êtes le papa aussi de Christophe, qui est résident au Cotomozan. Oui. On va peut-être expliquer et redonner un petit peu l'historique. Tout a démarré en 91 en fait, et c'est d'abord la Douceur Mozane qui est créée, et c'est un service d'accueil de jour pour des adultes, hein, donc c'est à partir de 18 ans, c'est absolument pas des enfants, qui souffrent de polyhandicap. Alors, Monsieur Hasselbourg... je vais reprendre un petit peu l'histoire également. Donc, en 1900, fin des années 80, il y a une législation qui passe, c'est le passage de l'âge de la majorité de 21 ans à 18 ans, et les parents, aux aguets, les parents d'enfants qui se trouvaient au personnage à ce moment-là. Ce qui était le cas de Christophe, votre fils. Oui. Il est entré à 3 ans. Il a 42 ans aujourd'hui, je pense. 42 ans, oui. Et à 3 ans, il était au personnage. Oui, et puis 18 ans, tout s'arrête, puisqu'en plus la législation change. Voilà. Et la majorité est à 18 ans. Oui. Exactement. Et donc, à ce moment-là, les parents, aux abois, demandent à la direction de pouvoir créer un personnage bis. Donc, si je comprends bien, vous étiez déjà au personnage. Moi, j'ai commencé ma Monsieur carrière... Hasselbourg, vous l'avez connu là-bas. Oui, moi j'ai connu Monsieur et Madame Baudard, j'ai connu Christophe au personnage. Oui. J'ai commencé ma carrière en 82 au personnage. Et puis donc voilà, cette nouvelle législation arrive, et donc on ne crée pas un personnage bis, puisque ça n'existait pas en ce moment-là, on ne mettait pas le retour de personnage, mais alors on a appelé ça la Douceur Mozane. La Douceur Mozane, on est sur les hauteurs de Namur, on voit la Meuse pas très loin, on est sur ces beaux passages namurois, et au fur et à mesure du temps, la Douceur Mozane a pris en compte jusqu'à 40 personnes polyhandicapées adultes, c'est-à-dire à partir de l'âge de 18 ans. 18 ans. Alors polyhandicapé, c'est-à-dire ? Polyhandicapé, c'est une somme, voire une multiplication d'handicaps très très importants. Un handicap mental, un handicap sensoriel, un handicap moteur aussi, et un handicap épileptique très très fréquemment, et qui va amener une dépendance extrême. Voilà, très peu d'autonomie en fait. Très peu. Une dépendance extrême dans tous les instants de la vie, ce qui nécessite une aide humaine et une aide matérielle constante à tous les moments de la journée, de la nuit d'une personne polyhandicapée. Ça, c'était en 91, donc la création de la Douceur Mozane. Après, a suivi en 2004 les Cotomozans. Oui. À nouveau, je vous dirais, sous... Un besoin de nouveau... Oui, exactement, un besoin des familles. Bah justement, Monsieur Baudard, en fait, je dis bien à Baudard, oui. Vous avez vécu, Christophe, en fait, vous faisiez partie des parents qui ont dit à un moment donné, Christophe avait 18 ans, et vous, comme l'expliquait Monsieur Hasselbourg, vous êtes inquiété en disant mais qu'est-ce qu'on va faire après, et vous avez été un peu aussi alors l'initiateur de cette suite. Oui, mais heureusement Christophe a bénéficié d'un an de répit. Il a pu rester jusqu'à 19 ans en fait un personnage. Et donc la Douceur Mozane était déjà en route, avec 10 résidents seulement. Et puis donc, Christophe a pu passer à la Douceur Mozane. Et puis alors, pareil, à un moment donné, vous vous êtes dit, parce que je pense que Christophe est résident, donc lui il est côté les Cotomozans, donc il reste la semaine là, il revient chez vous le week-end, c'est ça? Le week-end, c'est ça. Oui, nous le reprenons le week-end. Et là, vous vous êtes dit également, effectivement, il y a besoin d'une prise en charge également. Oui, d'autant plus que j'ai eu beaucoup d'ennuis de santé. Et donc, on était fort inquiets de... Oui, parce qu'on le rappelle, il y a peu d'autonomie, donc c'est... Oui, il faut lui donner à manger, l'habiller, le laver, Bien qu'il marche et qu'il est... Il est bien, il est très bien, mais... Il fait partie du tiers qui peut marcher, hein, parce que une majorité, les 2 tiers, d'accord. Mais il ne sait rien faire de ses mains. Il ne sait pas prendre, il ne sait pas... Donc il faut tout faire. Donc c'est une grosse prise en charge. C'est une très grosse prise en charge, et puis voilà, donc on n'arrivait plus à suivre. Donc vous avez de nouveau été initiateur alors de la création
un petit peu de la suite des Cotomozan. Mais oui, on en parlait, une demande en tout cas. Des parents des résidents. Oui, bien sûr. C'est à nouveau sous l'impulsion des parents, oui. Avec, je dirais, les Amis des personnages, qui est une association qui récolte du financement, Madame Gilson en son temps, Madame Froimont, Monsieur Pérou, qui ont lancé cette nouvelle dynamique pour pouvoir créer un service résidentiel qui allait devenir, et ça c'était une particularité assez intéressante, l'objectif c'était que la chambre, le local, l'endroit où ces personnes allaient vivre deviennent leur chez eux. Et on créait leur chez eux. Avant, le chez eux, c'était chez les parents. Mm-hmm. Mais le chez eux va devenir un très long chez eux. Est-ce qu'un résident est systématiquement, comme le cas de Christophe, quelqu'un qui reste la semaine et qui rentre le week-end, ou ça peut être complètement variable en fait? Oui, il y en a qui restent le week-end. On n'est pas, nous le reprenons, mais on n'est pas du tout obligé. Il y en a qui restent en fait aussi le week-end. Oui. Oui. C'est-à-dire que de moins en moins de personnes bénéficiaires retournent chez elles. Et ce qu'on voit arriver, c'est un phénomène inverse. Ce sont les familles qui ont peut-être des difficultés à reprendre leur enfant chez eux, qui vont venir. D'accord. Qui vont venir au centre, qui vont venir faire des activités, accompagner leur enfant le week-end éventuellement, ou alors pouvoir le recevoir dans un temps beaucoup plus court, le samedi et le dimanche. Alors évidemment, il y a une autre question après en tant que parent qui vient à l'esprit, c'est que va-t-il se passer une fois qu'on ne sera plus là? Ben voilà, ça c'est la grande question. Oui. Ça. Ah, oui, ça c'est l'angoisse. Mais j'imagine que c'est une angoisse qu'on se pose finalement assez vite, puisqu'on ne sait jamais ce qui peut arriver aussi. Oui, de toute façon, oui. Mais forcément, c'est plus vrai. on avance en âge, plus la question se pose. Oui, bien sûr que oui. Et ça, c'est la grosse question, évidemment. Et donc, c'est une question de nouveau que vous avez posée. Mais c'est bien, parce que ça évolue vraiment. Mais c'est ça, oui, on avance. Et donc, de là, la création de la fondation. Voilà, la fondation Bravo, on va quand même dire, vous l'avez bien expliqué hors antenne, on ne se fait pas juste un clap-clap dans les mains. Non. Ça signifie quelque chose, le B-R-A-V-O. Ben voilà. C'est pas seulement B-R-A-V-O, bravo, mais c'est B comme besoin, R comme respect, A comme accompagnement, V comme vie et O comme optimisme. Et donc, ce sont les fondements, les missions même de cette nouvelle fondation Bravo, qui est repris dans son logo, avec un soleil comme logo, soleil couchant. Et donc, ce soleil couchant va marquer également la fin de la vie des bénéficiaires, une fin de vie qu'on souhaite paisible, optimiste, heureuse également, même si, et c'est l'objectif, même si leurs parents, et même s'ils survivront à leur famille, même si leurs parents ne seront plus là. Et donc c'est vraiment l'objectif de cette nouvelle fondation, c'est de porter en compte les besoins, les souhaits des familles, les envies des familles pour leur enfant, porter ça après leur décès pour que leur enfant puisse vivre jusqu'en fin de vie. Et je vous dirais même jusqu'en fin de vie, même avec des soins palliatif éventuellement, c'est notre objectif. Ça, c'est un projet, et ça s'appelle, aidez-moi, mais... l'aile médicalisée, comme on a dit dans notre jargon. Soins que vous voulez également créer, mais ça, c'est pour après, alors, tout à fait. Pour en plus venir en aide au niveau médical, si mais besoin bien sûr. est. Oui. Mais à l'heure actuelle, en fait, ça se passe comment? Voilà, ici, j'imagine que vous êtes soulagé avec la création de cette fondation, mais sinon, c'était quoi? Qu'est-ce que vous aviez comme possibilité? Pratiquement aucune. On se demandait, justement, on avait beaucoup de questionnements là-dessus, parce qu'on se demandait comment ça allait aller. Parce que rien qu'en maladie, par exemple, quand Christophe va à la clinique, pour des petites choses, savez-vous, mais enfin, il faut que nous soyons avec. Et je ne vois pas comment on pourrait faire autrement. On se demande, si nous n'étions plus là, qu'est-ce qui se passe, comment Christophe, il n'accepte déjà pas tellement d'aller à la clinique. Évidemment, il a connu beaucoup étant petit. Et donc, chaque fois qu'on va à la clinique, il faut vite sortir. D'accord, mais l'avantage ici, c'est qu'il continuera à être encadré par des gens qui connaissent, dans un environnement qui connaît. Voilà. Parce qu'avant ça, j'imagine que des parents ont dû vivre ça à un moment donné, et donc ils sont placés dans des... Bien entendu. Moi, j'ai en tête deux moments importants dans la vie des Cotomozan. C'est premièrement une bénéficiaire qui est restée pendant plus de 3 mois en clinique,
en hurlant presque jour et nuit de douleurs dont on n'a pas pu déceler les causes. Et les parents sont restés non-stop à côté d'elle. C'est impressionnant. Une autre bénéficiaire qui est restée plus de 3 jours et 3 nuits, même sous sédatif dans une crise d'épilepsie. Les parents sont restés tout le temps. Et cette fille revient, cette personne nous revient dans un état, je veux dire, d'extrême dépendance. Tout ça nous pose d'énormes questions, parce que nous, on appelle cela, dans notre jargon quotidien, un vieillissement neurologique. Mais manifestement, ça se marque. Et la médicalisation, les palliatifs médicaux sont de plus en plus importants et ils vivent de plus en plus longtemps. Et notre objectif, par la création du centre, mais surtout par la création de cette fondation, c'est de pouvoir maintenir la personne jusqu'en fin de vie, mais en maintenant une qualité de vie, une qualité d'accompagnement, une qualité de vie. Et ça se voit, ça se ressent quand on vit près d'eux. On le voit dans le regard, on le voit dans certains sourires. Et c'est peut-être les choses les plus importantes au niveau objectivation, en tout cas des contacts. C'est important ce que vous dites, que la question se pose de plus en plus maintenant, parce qu'ils vivent de plus en plus longtemps. Donc ça veut dire qu'avant, la question se posait peut-être moins, parce que finalement, ils ne survivaient pas nécessairement à leurs parents. Mais c'est de plus en plus le cas. Donc ça va être vraiment une réalité dans les années qui viennent, qui va être de plus en plus importante. Oui, exactement. Et je pense que c'est le moment d'anticiper, c'est le moment de faire ce grand pas, c'est le moment de mettre des jalons dans une structure. Le soulagement aussi pour les parents, quoi. Ça, j'imagine, c'est énorme de se dire. Oh que oui, parce que dans le milieu hospitalier, évidemment, il est utopique de croire qu'on va venir donner à manger à notre enfant. Donc c'est l'angoisse si on ne sait pas. C'est pas possible, c'est impossible. Et donc on se demandait comment ça allait aller, en espérant qu'ils seront le moins malades possible, mais il faut bien quand même y songer. On ne peut jamais savoir, non, bien c'est sûr. clair. Bien sûr. Et donc tout ça, ça s'appelle, c'est une seule appellation, c'est la douceur des Cotomozans. Donc c'est le côté accueil de jour, résidents, et la fondation Bravo, c'est une fondation, mais l'institution qui accueillera les résidents, ça reste la douceur des Cotomozans. Oui. C'est un tout. Moi je suggère peut-être, comme il y a nos collègues de Canal C qui sont venus tourner un reportage chez vous, c'est de découvrir les images de ce reportage. Et donc, on va voir les infrastructures. Et donc là, on est dans l'accueil de jour. On est dans le service résidentiel. Dans le service résidentiel. Ce sont les Cotomozans. Ça, c'est la dernière réalisation. Ce sont les salles de réunion. Ah ben voilà. Le lundi matin. Et alors, il fait son tour, il dit bonjour. Il dit bonjour à tout le monde. Oui, parce que j'imagine en plus qu'il y a des liens qui se créent entre résidents, évidemment. Oui, bien sûr. Oui. On est dans sa chambre et sa maman range. Donc il a vraiment son petit ils ont chacun, ils ont une chambre individuelle. Ça c'est une autre salle. Ils sont par 10, ils sont 3 fois 10. Il y a 3 salles de 10. 3 fois 10 résidents. Oui. Donc on aperçoit que, par exemple, on est vraiment dans le cadre de l'accompagnement dans du 1 pour 1. Oui, donc c'est... Pour les gestes quotidiens qui peuvent être la toilette, le repas, le repos, la mise à la sieste et tout ça. Énormément de personnel en fait autour de... C'est une grosse équipe. Et des activités, parce que vous disiez en plus que les familles, parfois c'était l'inverse, c'était les familles qui venaient le week-end, donc ça veut dire qu'en plus vous organisez des activités alors. Oui, bien sûr. Bon, je veux dire que le monde... Là, on voit la déco Halloween. Voilà. Le monde institutionnel va vivre autour d'activités, surtout tournées vers l'extérieur, et des activités d'adultes, par des adultes, pour des adultes. Pour des adultes. Oui, tout à fait. Donc, mais vraiment, on est quand même manifestement dans une réponse aux besoins physiologiques de base, qui sont l'alimentation, l'hydratation, l'expectoration également, la mise au repos, un sommeil, une qualité de vie. Ce sont les choses très très importantes, en n'omettant pas des activités qui sont quand même source de bien-être, source de nourriture psychique, si je peux m'exprimer ainsi. On a 40 résidents, donc je reprends, on a 40 résidents en accueil de jour et 30 résidents en résidentiel. Oui. Donc ça fait 70 résidents. Ce sont forcément déjà des résidents qui sont chez vous, qui vont bénéficier de la Fondation Bravo ou pas? Oui, dans un premier temps, oui. Et dans un tout premier temps, ce seront presque exclusivement des familles
qui ont leur enfant au niveau du service résidentiel. D'accord. Et puis, quand on aura bien assis la fondation, on pourra se tourner vers les personnes du service d'accueil de jour et peut-être, puisqu'il y a une demande qui est en train de tourner dans le Namurois, peut-être vers d'autres structures, mais je ne m'y engage absolument pas. Je préférerais que chacune des structures actuelles puisse avoir ses petites fondations personnelles autour. Vous risquez d'avoir une grosse demande parce que est-ce que dans la région namuroise, il existe d'autres institutions qui fonctionnent Non, pour personnes polyhandicapées adultes. Parce que là, vous allez vraiment donner une réponse à, j'imagine, énormément de parents qui ont des craintes. En tout cas, je ne sais pas si on va donner toutes les réponses, mais ce que je peux dire maintenant, c'est qu'on donne tous les espoirs aux parents. Ça sera au conseil d'administration de la Fondation de pouvoir tenir ces espoirs comme des réalités suffisantes et des nécessités auxquelles on devra répondre. Et ça, je veux dire, on s'y engage. Parce que ça reste un petit peu aussi le point d'interrogation. On ne sait jamais à quel moment le résident va avoir besoin de bénéficier de cette structure, forcément, puisqu'on ne sait pas jusque quand les parents pourront assumer. Exactement. Et on ne peut pas non plus dire à l'avance quelles seront les pathologies supplémentaires qui seront rencontrées dans la vie de la personne. Oui, ça, c'est pour ou les le besoins, projet en plus, ça. Tout à fait, exactement. On va parler juste après Victor Poussin que vous connaissez. Oui. On va parler des actions que vous menez comme les pralinettes à partir de décembre et le gala également qui sont une manière d'aider la douceur des Cotomozans. Donc on regarde d'abord Victor Poussin et puis on parle de tout ça. Et Victor Poussin aujourd'hui, donc en fait c'est un bricoleur fou qui détourne des objets et aujourd'hui c'est la lampe baladeuse. Victor Poussin, bricoleur. Vous avez chez vous un vieux pot à sucre fin comme ceci. Ne le jetez pas, transformez-le vous-même. Il vous suffit de récupérer l'intérieur et vous l'adaptez autour du couvercle d'un bocal de cornichon. Ensuite, à l'intérieur, vous faites passer un fil à laquelle vous aurez préalablement raccordé une lampe pour obtenir ceci. Il vous reste alors à replacer le bocal de cornichon sur l'instrument et de brancher dans la 220. Hop. Et vous obtenez ainsi une baladeuse tout à fait originale qui vous permettra de déclarer « c'est moi-même que je la fais tout seul avec les fils de tonton Victor ». Ça vous a rappelé des souvenirs, Victor Poussin ? Oui, bien sûr que oui. C'est le début de Canal C pour nous. Oui, elles sont vintage, nos capsules, c'est bien. Oui, en fait, quelque chose qu'on n'a pas abordé, on parle des parents et de la crainte des parents, effectivement, puisque le résident de plus en plus la personne atteinte de polyhandicap va de plus en plus donc survivre à ses parents, mais il y a également parfois le reste de la famille, que ce soit frères et sœurs ou autres proches, qui peut parfois également continuer, et puis pas nécessairement même que continuer, j'imagine qu'il y a, moi j'ai connu d'ailleurs une famille comme ça, où c'était chaque frère et sœur, ils étaient 3-4 frères et sœurs, et chaque week-end en fait, ce qui n'est peut-être pas idéal non plus, parce qu'il y a peut-être c'est peut-être déstabilisant aussi pour la personne. Mais ça existe au coteau, il y a les frères et sœurs s'occupent de leurs frères, Chacun vient... Une famille où la personne retourne dans sa maison familiale et chaque week-end, c'est un des frères différents qui le prend, frères et sœurs différents qui le prend en compte. Parce que là, on répond parfois effectivement aussi à un besoin des parents, mais un besoin aussi des frères et sœurs qui se dit, mais l'après, nous, on voudrait peut-être que ça continue à fonctionner comme ça, qu'on puisse continuer à le voir, mais qu'on n'a pas nécessairement non plus les possibilités, parce qu'on l'a dit, il y a pratiquement pas d'autonomie, et les frères et sœurs n'ont pas nécessairement la possibilité. Donc on répond, j'imagine, aussi à une question de l'ensemble de la famille et pas uniquement des parents. Exactement. Et moi, je pense que ce qui est important, c'est que peu importe la situation familiale, c'est que la situation familiale sera exprimée par les parents aujourd'hui en vie et la Fondation tentera de tenir compte des désirs des parents. Ça veut dire que s'ils souhaitent que la fratrie puisse exercer tel ou tel rôle, la Fondation
puisse respecter en tout cas ses volontés. Et je pense que ça va être individualisé. Ça, alors il y a vraiment une espèce de responsabilité, ça se fera devant notaire, etc. C'est notre volonté de faire en tout cas une convention signée devant notaire. Et en plus, avec la nouvelle législation actuelle de protection des personnes vulnérables, cette fondation pourra jouer un rôle réel par rapport à la personne et donc être administratrice de biens et ou de la personne également à un autre niveau et répondre réellement aux attentions, besoins, comme les parents l'ont suggéré. L'ont souhaité. Oui, tout à fait, exactement. C'est votre cas, Christophe a des frères et sœurs? Il a un grand frère, oui, et avec qui il s'entend fort, fort bien. Il a deux neveux, Christophe. Ah oui, évidemment. Parce aussi, Guillaume et Caroline, qui sont très très gentils avec lui. Et il les adore, oui. Et donc c'est important que tout ça continue, évidemment. Nous savons qu'il y a quelqu'un derrière nous quand même. Ça, c'est rassurant aussi. Oui, malgré tout, oui, bien sûr. En plus de la fondation, des coteaux, il y a aussi là, quand même les frères et sœurs parfois. Donc. Et neveux, nièces, etc. Oui, neveux, nièces, oui, quand ils s'entendent bien, oui. Pour vous aider, alors il y a plusieurs possibilités, évidemment. Il y a le don. Il y a le don. C'est sur notre site internet pour savoir sur quel compte faire un don. 3 fois douceur-coteau-mozan.be. Et tout au pluriel. Hein. Oui. Et puis alors il y a des actions. Oui. On va d'abord parler, parce que chronologiquement c'est d'abord ça qui arrive, vous avez votre 12e soirée de gala de bienfaisance qui aura lieu le samedi 22 novembre. À 19h au Théâtre Royal de Namur. C'est un spectacle? C'est un spectacle classique, une comédie classique de Goldoni, Les Jumeaux Vénitiens. Et chaque année, ce gala de bienfaisance permet de récolter suffisamment de dons pour pouvoir rembourser les infrastructures, les crédits engagés pour avoir des infrastructures de qualité. Ah oui, donc c'est une bonne grosse soirée. Ah, c'est une bonne grosse soirée et je peux vous assurer que le Namurois élargi est bien présent. Il y a 600 bonnes places de théâtre qui sont vendues cette soirée-là. D'accord, donc vous arrivez à faire complet chaque année? Presque complet. Il faut faire complet, donc on le dit, voilà. Et au jour d'aujourd'hui, il reste des places. Et là, c'est très simple, soit on va sur le site du Théâtre de Namur ou sur votre site. Et on peut commander directement à la billetterie du théâtre. Voilà, et c'est l'occasion de voir un bon spectacle en plus, donc il faut se faire plaisir en vous aidant. Un superbe spectacle. Et puis on peut se faire plaisir d'une autre manière aussi, tout aussi agréable que d'aller voir un spectacle, c'est en dégustant les pralinettes namuroises. Les pralinettes de Namur. De Namur. Namuroises de Namur, de Namur. Les pralinettes de Namur, c'est un produit... Je vous en donne. Voilà. Un produit, en tout cas, qui est vendu pour la 10e année consécutive. C'est un produit... Allez-y, monsieur Baudard, que je ne sois pas la seule à en manger. C'est un produit Galère qui a été dessiné et personnalisé par Pierre Kroll avec des figures assez humoristiques du Namurois. Il y a les molons, les échasseurs et les massues et coteliges en bois. Et donc, c'est 10 000, cette année, c'est 10 000 tubes de pralinettes qui vont être vendus dans un Namurois élargi au prix de 7 € le tube et de 20 € le trio. Un trio emballé plus cadeau, plus agréable également. On peut en trouver un peu partout? On peut en trouver en tout cas un petit peu partout, des réseaux secrets un petit peu partout. On en trouvera également pendant tout le mois de décembre au Théâtre de Namur, à l'entrée et aux sorties de tous les spectacles. On en trouve également, je fais de la publicité sans en faire de trop, à la boutique Galère à Namur. Et puis je sais que ici, dans la région de Gembloux, des élèves d'une école de Gembloux se motivent à en vendre énormément. Délicieuse, évidemment, hein, c'est un bon produit, donc voilà. Et alors, petite nouveauté cette année, on peut également, en achetant, on peut gagner un voyage. Et c'est-à-dire que j'avais toujours dit, à la 10e année des pralinettes de Namur, on fera la pralinette d'or comme dans Charlie et la chocolaterie. Mais c'est interdit de mettre une pralinette en or dedans. Donc c'est un voyage, mais c'est pas plus mal. Hein. Voilà. Et donc c'est un voyage pour 2 personnes à Barcelone qui est prévu hors congé scolaire.
Et à l'intérieur du couvercle, il y aura une petite pastille qui mettra gagné. Donc soyez bien attentifs, vous serez peut-être l'heureux gagnant de ce voyage à Barcelone. Oui, tout à fait. Ben, voilà. Ben oui, c'est un petit plus. Alors c'est jointe l'utile, l'agréable et les vacances. C'est ce qu'il faut. C'est parfait. Tout à fait. Un grand merci à tous les deux et en tout cas plein de succès pour cette fondation. Et n'hésitez pas donc à donner un coup de main à la douceur des Cotomozans de diverses manières, donc avec les pralinettes, avec ce spectacle de bienfaisance ou encore simplement par un don. Donc je rappelle, c'est www.douceur.coto, non. douceur-coto-mozan.be. On aurait pu faire plus facile. Hein. Voilà, mais il y a moyen de trouver, de toute façon. Merci. De rien. On se retrouve la semaine prochaine, puisque là on est vendredi. Passe un excellent week-end. Et la semaine prochaine, dès lundi, on parlera cinéma avec le cinéma Caméo Nomade, mais également musée, de différentes choses au musée qui se passe au musée Félicia Rops. Voilà, j'y arriverai, c'est la fin de la semaine pour tout le monde. Excellent week-end, à lundi.